Azuf Laoun, salam alaikum, bonsoir chers téléspectateurs, مرحبا بكم. Azuf Laoun مثلا الروح تاويلت بوساقي تذوت بوساقات نغال تذي يعني الدورتي قاعدان يا الجمعة يا بلوتو يا الحد سمح فيه ام كنت نعم تنمو كدنا انا هضرت في ذياني يعني الدورتي قاعدان لا سيمون باسيد نغال انا خمنتو تري ترو انفو قديد نقاون الحرمان ونات كنت مغني سنه في ذياني ناقي سورتو تي يعني بيان سور كسان خدم باز مزمادنا انا سوازن سماناقي هضرت في تمثيل تاقين مجات الجيش بيسك تيكت نظن يا الشهر كل شهر مجات تاقي تسفغان هذا كاسليتي تاس ليديتوريال فيليغيت هضرت في تمثيل تاقي الحراقه ديجا موا الحمد لله تهضرت في الحراقه خاطر سنا فينومان تاع 5 مرتنا الساعه النوميه ساعد دعطرنا في اللاس وغير شغل ذا لعيب مزما الدنيا يغرد لعيب ثمرتنا باش نحضر في الفينومين كي يغان يعني مقار بيسكي حاجه طاس لي فامي ترى ماشي دار لي جون كيصرحون مام تمغارنين يمغارون تيلاوين يمشطاح لي بيبين ولا تنسى دي فامي يقولون الجاكن البحر الجاه النظام دونك كاساك نوارت مسدقي خاطر تيكت النظام كيدنا مجال الجيش تهضر في الحراقه مي بيان سور تهضر سموغلينس سلي كومبلو دونك هاد نوارت مسدقي بعد ديال تيسنات نعطي تمثال تيسنات يضران اسمانياكي لافواركي خدمن انترا افريكان جماعه دكا اتصل تمورا لافريك نوال تمثال تاقي خاطر ما ساعة طاف انا غلا في الامور من برا ماشي الامور التجاره امور ليكونومي نو وكي انا غلا في الامور من برا يدي يحضرون تمثال تاقي نرجو طلع فوار كذكر لي الشيف كدري نهضر في العلاقات المالي بيسك سمانا كذا عن تغال تمثال تاقي المالي تغادر ارزداتي مي نهضر في اللاس المالي ابارامون تاتاكال الجيري ديال لا كور انترناسيونال لا جوستيس دونك نوغال تمثال تاكي تمثال النظام هضرت فلال اين نظام كذا فرنسا سمانياكي نوالا يغلي بايرو نغلا فهم من زون الحكومه فرنسا صاغلين لي ديبوتي وقاعد يهضر سيسم بوكدو دارومي ومن بعد خمن دي مانيفيستاسيون لو 10 سبتمبر كي قاعدان فاندي طاسي روميون باش تسفين الغيظ نسن les حالات هذا مسنت مورتنسن les حالات سيرتيتي ميك توتي بلوكي ابارامون بيسك تصلو بوجيس قارن ماكرون الى قد يروح بيسك لا فوتي ساين ضرني كدي فرنسا دونك تيجي تمثالين بوساقي ايت مثلا دونك aujourd'hui l'émission d'aujourd'hui on va revenir aux événements phares de la semaine. On avait parlé de la revue Le Jish qui a parlé du phénomène Harraga, bien sûr avec sa propre version. On va y revenir avec nos invités. On va aussi parler de la foire intra-africaine qui a d'après Attaf, le ministre des Affaires étrangères, qui a été un succès, un grand succès pour l'Algérie. Il a donné des chiffres, on va y revenir. Et on terminera avec les événements en France, la crise politique en France, puisque le gouvernement Bayrou est tombé. Il y a eu des manifestations monstres en France le 10 septembre. Donc ces événements, on va y revenir avec nos invités. Puis en plus, on va surtout commencer avec la dernière nouvelle. Le nouveau Premier ministre a été nommé, a été confirmé par le président de la République, M. Tebboune, puisqu'il a décidé de confirmer M. Saïf Gharib comme Premier ministre. Ce n'est plus Premier ministre par intérim, il est comme Premier ministre. Il a nommé de nouveaux et des anciens ministres. Donc il a nommé son gouvernement. On va en revenir, puisque c'est une dernière nouvelle. Donc peut-être on ne va pas y revenir en profondeur. On a d'autres occasions. Peut-être demain, on va y revenir avec plus de détails. Donc c'est les événements dont on parlera aujourd'hui avec nos invités. Et j'ai le plaisir ici dans le studio avec moi, M. Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte Internationale ici à Londres. M. Rahmoun Azouflek, merci beaucoup d'être ici avec nous. الزول سليم ثاني مرت فلان عضيني الزول فين فقوني كلمة الزول فقير التبع. Très bien, merci. Nasser Djoudi, notre ami Nasser Djoudi est avec nous aussi. Nasser Azouflek, merci beaucoup. الزول فلاك سليم الزول في محند في وكذا يليني كذا في ثدويل بوساقي وكذا يتنزهن ثدويل تاقي. Très bien, et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission l'avocat
et défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles, M. Salah Debbouz. Maître Debbouz Souflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, merci à vous pour l'invitation et Azoul à tous les camarades au studio et en dehors du studio. Super, merci beaucoup. Donc on va commencer avec le premier sujet, la revue de Djesh et le phénomène des Harraga. Donc, le Djesh et le phénomène des Harraga, c'est surtout la vie politique, la situation politique en Algérie. Et comme je l'avais dit dans mon introduction, on va parler d'abord de ce nouveau Premier ministre et ce nouveau gouvernement qui vient d'être choisi par le président de la République. D'abord, on va écouter M. Gharib Sifi qui a été reçu par le président. Il a parlé de son nouveau poste comme Premier ministre. On va l'écouter et on revient à vous. لقد شرفني اليوم السيد رئيس الجمهورية بتعييني كوزير أول ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أسدى لي كل التعليمات اللازمة من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولا والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا. كما أجدد التزامي والتزام كل الطاقم الحكومي بالسهر ميدانيا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية خدمة لبلدنا العزيز الجزائر. Donc un nouveau gouvernement de 25 membres. D'abord, je vais commencer avec toi, Rahmoun. C'était une surprise d'avoir choisi M. Gharib Sifi comme nouveau Premier ministre parce qu'il était intérim. Pourquoi il était intérim d'abord? Peut-être c'est la question que beaucoup posent. Ouais. Premièrement, l'intérimaire n'existe pas dans la Constitution, donc c'est anticonstitutionnel. Pourquoi directement ne pas le nommer directement ministre? Voilà, donc déjà, on se pose des questions. Premièrement, en plus, il y a une trentaine de ministres, pas une vingtaine, mais une trentaine. Et l'Algérie est l'un des pays qui a beaucoup de ministres par rapport à d'autres. Certainement que d'autres ont des sous-secrétaires d'État, etc. Mais l'Algérie a beaucoup de ministères. Vous allez remarquer qu'il y a des changements, mais des ministères dont parce que moi je pense que ce n'est pas le changement de ministre qui va faire un changement en Algérie. Parce que, comme vous avez remarqué, les conseillers du président ont beaucoup de prérogatives. Et il y a une interférence même dans le rôle des ministères. Donc, est-ce que ce ministère ce gouvernement pourrait fonctionner d'une manière normale? Je doute très fort, parce qu'il y a toujours l'entremise des ministères, aussi, comme c'est un système militaire, il y a aussi des interactions. Et certains ministres, je pense que beaucoup d'Algériens auraient aimé ne plus les retrouver, rien que pour ne pas les retrouver. Par exemple, le ministère de la Justice, par exemple, et aussi Rzig. Parce qu'il y a Rzig, elle est partout, soit conseiller à la présidence, soit ministre. C'est-à-dire, en fait, tenant compte que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup de dysfonctions. Vous avez déjà remarqué, intérimaire, ministre, plus l'interférence avec les conseillers, plus la nature même du régime qui est foncièrement militaire. Donc déjà, il y a ce problème. Deuxièmement, est-ce qu'ils vont avoir la latitude d'apporter des changements? Même si ils ont des bonnes volontés, certainement certains parmi eux ont beaucoup d'ambition, mais est-ce qu'ils vont apporter quelque chose? Est-ce qu'ils pourraient? Moi, je doute très fort. Très bien. Maintenant, ça je dis, à ton avis, il y a des surprises, des noms qui sont toujours là. Peut-être que, comme l'avait dit Rahmoun, beaucoup d'Algériens auraient souhaité ne plus les voir. Qu'est-ce que tu en penses? En Algérie, on sait très bien que ni le gouvernement, ni les ministres servent à quelque chose, Salim. Les Algériens ne sont pas excités de voir un nouveau gouvernement parce qu'ils savent très bien qu'un ministre ne sert à rien. Déjà la présence ou de nommer Saïd Saïoud comme ministre de l'Intérieur, alors que beaucoup d'observateurs ont fait un constat terrible par rapport à ce qu'il a fait comme ministre de
du transport. On sait très bien qu'il était... Elle est toujours mise de transport, plus elle est mise de l'intérieur. Donc on se pose la question, yani, pourquoi on garde des ministres qui étaient, entre guillemets, responsables de ce drame. Yani, on a vu le bus cet accident, ce bus qui est tombé dans le Oued El Harrach, qui a fait 18 morts et des dizaines de blessés. Normalement, si on est dans un pays qui se respecte, ce ministre, le lendemain, déjà, il a démissionné. Donc là, il a été limogé. Malheureusement, il est toujours là. Il est ministre, tu l'as dit, Salim, ministre de l'Intérieur, ministre du Transport, une ministre Malika Ben Douda, qui est ministre donc Thaqafa, elle est toujours, elle a été nommée la deuxième fois, puisqu'elle était nommée dans le gouvernement de Jarrad en 2020. Donc elle est revenue. Et là, on se pose la question, Salim, c'est changer pour que rien ne change, malheureusement, en Algérie. Le problème qui se pose, c'est que c'est politique qu'on est en train de voir menées depuis 2019. C'est des politiques qui sont dans la continuité du système et qui sont en contradiction par rapport aux aspirations du peuple algérien. C'est ça l'essentiel du problème. Très bien. Monsieur Maître Debbouze, à votre avis, un nouveau gouvernement, ça va changer la situation, ça va changer les donnes en Algérie avec un nouveau Premier ministre. Peut-être il a gardé les ministres clés. Ahmed Attaf, il est toujours là. Bien sûr, Saad Chengelha comme ministre de la Défense, il est toujours là. Brahim Marad, il est toujours là. Saïd, comme l'avait dit, Nassar, il est toujours là. Ministre de l'Intérieur et en plus, ministre de la Communication, Arzik, il est toujours là. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de nouveauté après ce nouveau gouvernement? Moi, je pense qu'on a pris l'habitude maintenant que si changement il y a, c'est vers le pire. C'est-à-dire, soit on stagne, soit on descend. Ce gouvernement, c'est pratiquement les mêmes personnages. Il y a eu quelques changements de poste, il y a eu quelques revenus, il y a eu bon, voilà, on a l'impression que ce sont des gens qui sont là pour remplir des chaises et que nous observons d'ailleurs très bien que quand il y a des questions importantes, ce ne sont pas les ministres du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui se réunit, ce sont quelques personnalités, surtout des militaires et des personnes qui s'occupent de la sécurité avec Tebboune. Et voilà, c'est 7-8 personnes des services de sécurité entre police et gendarmerie, l'armée, etc., avec quelques ministres. 3 ou 4 ministres, voilà, c'est juste pour ne pas dire que c'est strictement militaire, qui s'occupent des dossiers les plus importants. Le reste, on sait très bien, quand vous disiez tout à l'heure, M. Rahman a dit on a beaucoup de ministres. L'Algérie connaît une inflation partout. C'est-à-dire même le gouvernement s'est enflammé, il y a une inflation, ça suit le cours du dinar, et on imprime beaucoup de dinars, et on imprime beaucoup de ministres, et on imprime beaucoup de n'importe quoi. Donc voilà, moi je pense que le seul changement qu'il va y avoir, si un changement il y a, c'est vers le pire. Je ne m'attends pas à grand-chose. Les mêmes causes font les mêmes effets. Et en Algérie, on a l'impression qu'on n'aime pas changer les équipes qui perdent. Et voilà, donc ça met le pays en danger. Et tant qu'on retarde un changement radical et sérieux, tant que la facture va être très 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 lourde à payer plus tard. On a déjà vu 88, on a déjà vu la décennie noire, mais ce régime militaro-dictatorial, je le nomme comme ça moi, ne peut pas apprendre et ne veut pas apprendre. Il fonctionne encore avec les mécanismes de la guerre froide et avec les mécanismes de... Voilà. Ça ne très bien. Maître Debbouze, j'aimerais avoir votre avis sur la question de la nomination de Saïf Gharib comme Premier ministre tout court, Premier ministre permanent. Au moment où c'est parce qu'il a été obligé de créer un poste qui n'est même pas dans la Constitution, un Premier ministre par intérim.
Est-ce qu'il était obligé de passer par là, puisqu'à la fin, il a bien nommé comme Premier ministre? Pourquoi il était obligé de passer pendant 2 semaines à créer un poste que tout le monde a critiqué parce qu'il n'était même pas dans la Constitution comme Premier ministre par intérim? Pourquoi cette cacophonie? Alors la dernière chose que le pouvoir en Algérie peut respecter, c'est la Constitution. Et la première chose que ce pouvoir trouve même parfois du plaisir à piétiner, c'est aussi cette Constitution. Maintenant, bon, moi je ne veux pas dire si c'est en constitutionnel ou pas en constitutionnel, parce qu'il n'y a pas que ça. Déjà, cette Constitution elle-même, quand elle a été votée, le projet a été publié, il a été soi-disant voté. Après, il y a eu des changements, c'est-à-dire un faux usage de faux de Tebboune. Ils ont changé 3 ou 4 mots après la publication des résultats de la consultation, ce qui est très très grave. Vous savez ce que dit la loi en Algérie par rapport au faux usage de faux dans des documents officiels par un officiel. C'est la peine de mort. C'est-à-dire que si un officiel falsifie un document officiel, il peut risquer jusqu'à la peine de mort. Donc nous avons entre les mains un document falsifié par Tebboune. Juste après son élection, il y a certainement des gens qui vont me dire ça n'a pas beaucoup d'incidence. Moi je dis tout de suite, si ça n'a pas d'incidence, pourquoi changer? Pourquoi ajouter même une lettre ou un mot? Donc cette constitution, c'est considéré par les autorités algériennes comme un décor, puisque tout le monde a une constitution, on met une constitution parce que la communauté internationale exige que dans la constitution, il y ait des principes à respecter. On les met, mais on ne met jamais les mécanismes qui permettent au peuple et même à la communauté internationale de faire valoir ces principes, mais on la viole. Maintenant, pour le poste de Premier ministre par intérim, moi, j'ai 2 explications possibles et je ne sais pas encore. Hein. Peut-être que c'est même pas ça. La première explication, c'est que peut-être Tebboune n'était pas là, était absent, donc il ne pouvait pas nous montrer, Tebboune, recevoir la personne que le pouvoir avait choisie pour être nommé Premier ministre. Donc il balance un communiqué au nom de la présidence pour dire que cette personne a été nommée Premier ministre par intérim pour éviter de montrer ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure, la réception de Tebboune à ce Premier ministre et le charger, etc. Cette réception, cette cérémonie protocolaire. Donc, je suppose que peut-être Tebboune n'était pas là. La deuxième supposition, c'est peut-être le pouvoir était peut-être en train de négocier avec une personne qu'il pense présenter avec un gouvernement différent de celui-là, avec une mission peut-être plus ou moins par rapport aux difficultés régionales et internationales nouvelles que connaît l'Algérie. Donc il va falloir changer un petit peu de décor et donc que ces négociations n'ayant pas abouti, on confirme ce Premier ministre avec son équipe. Ça, c'est une lecture, c'est des suppositions, mais peut-être ce n'est même pas ça. Absolument, parce que même c'était pas une urgence de limoger l'Arbaoui. Ils pouvaient attendre jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur un nouveau Premier ministre, et comme ça ils peuvent le lancer directement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser, et le flou continue, c'est aussi le flou dans tous les domaines, puisque on est en train de parler de ce phénomène de Haraga et qu'il y a toujours ce flou de réaction du pouvoir. On ne sait pas exactement la position du pouvoir par rapport à Haraga parce que, comme l'avait dit beaucoup de militants, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe de voir des centaines d'Algériens fuir leur pays. Et la revue Le G7, ce mois de septembre, elle a une réponse, elle a une vision, elle a une position par rapport à ce phénomène. On écoute l'article de la revue Le G7.
La revue El Jaish pointe du doigt certains médias hostiles qui ont tenté d'exploiter l'incident survenu début septembre 2025, impliquant 7 enfants mineurs qui ont quitté clandestinement l'Algérie, lançant une véritable campagne de désinformation visant à ternir la réputation de notre pays et à discréditer les efforts de l'État devant l'opinion publique nationale et internationale. La campagne orchestrée par certaines voix dissonantes autour de ce cas isolé est révélatrice de la haine viscérale que certains nourrissent envers l'Algérie, incapable d'accepter les profondes transformations qu'elle connaît dans divers domaines. L'article met en avant l'importance accordée par les hautes autorités à la jeunesse, force vive de la nation, allocation chômage, soutien aux start-up, promotion de l'entrepreneuriat et élargissement du régime auto-entrepreneur, figurent parmi les mécanismes destinés à offrir des perspectives concrètes aux jeunes Algériens. À cela s'ajoute la volonté de renforcer leur rôle dans la vie publique à travers le Conseil supérieur de la jeunesse et les réformes destinées à favoriser leur participation politique. C'est pourquoi la jeunesse algérienne est appelée aujourd'hui à démontrer sa loyauté envers la patrie afin de résister aux manœuvres hostiles et déjouer les complots ourdis visant à freiner la marche victorieuse de notre pays. C'est Rahmoun, la vue de Jaish est très claire, hein, c'est une manipulation, c'est un cas isolé, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de clans qui n'aiment pas l'Algérie, qui essaient de tenir l'image de l'Algérie. C'est ça le phénomène de Haraga, c'est des cas isolés, il ne faut pas en parler. Premièrement, le Haraga, je pense qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, on parle de Haraga, n'est-ce pas? Plusieurs fois, c'est un exemple parmi tant d'autres quand on essaie de parler de la détresse sociale ou des disparités, parce qu'il y a une Algérie qui est pauvre, il y en a beaucoup même. Donc on parle de Haraga, ce n'est pas pour la première fois. On a parlé de la fuite des cerveaux, on a parlé des couples entiers qui quittent l'Algérie, même avec des barres de fortune. Des familles. Donc, ce n'est pas la première fois pour parler de manipulation. Parce que si c'était la première fois, et tout le monde... Ce n'est pas un cas isolé, ça. Ce que je veux dire, si c'était la première fois qu'on parle de l'Haraga, il est tout à fait normal de soupçonner une manipulation. Or, c'est un phénomène, on appelle le phénomène Haraga. Il ne date pas d'aujourd'hui, et surtout à partir de 2019, il s'est amplifié. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, revenons à ces mineurs. Ces mineurs, maintenant, est-ce qu'ils pensent que ces mineurs sont des manipulateurs? Là, c'est très grave. Ils ont posté, ça a fait réagir. Non, ils sont manipulés, c'est pas que manipulés. Ils sont manipulés par d'autres forces pour discréditer les moyens de l'Algérie. Il faut qu'ils nomment les forces, premièrement, parce que c'est un terme trop générique qui ne veut rien dire. Hein, des forces. OK, qui sont ces forces? Il faut les nommer. Deuxièmement, chose qui doit alerter l'attention, pourquoi la revue El Jaish a pris la peine de répondre en oubliant que ce qu'ils ont avancé comme argumentaire, c'est-à-dire les réformes ou si vous voulez les soutiens à la jeunesse, n'implique pas automatiquement que les Algériens veulent rester. C'est deux sujets différents. Parce qu'il y a une bonne portion des Algériens qui se sentent très mal. C'est-à-dire que vous faites des réformes, il n'y a qu'une portion d'Algériens qui en profitent et les autres n'en profitent pas. Ce n'est pas automatique que toutes les réformes, tous les Algériens vont bénéficier. C'est-à-dire qu'ils ont lié deux sujets différents. Le phénomène Haraga, il a beaucoup d'éléments qui le constituent. Ce n'est pas uniquement économique, il y a politique, il y a culturel aussi. Le volet culturel, ils l'oublient. Donc, ils ont apporté, si vous voulez, une argumentation pour expliquer un phénomène, alors que c'est faux. Ce n'est pas les arguments avancés, c'est-à-dire économiquement, qui doit complètement enlever le phénomène Haraga. Donc, c'est toujours l'estomac. Et en même temps, ils parlent aussi de patriotisme et de loyauté. Encore, si les Algériens veulent quitter dans des barques de fortune, est-ce que ça implique qu'ils ne sont pas loyaux à leur pays, à leur patrie? Non, ils ne sont pas loyaux à un système. Aussi. Deuxièmement, troisièmement, il y a un proverbe qui dit qui se sent morveux se mouche. Quand les gens disent quelque chose et les gens se sentent blessés, touchés, ils réagissent. Parce que normalement, ils ne devraient même pas réagir. Mais parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le devoir de réagir, et donc ça a fait, si vous voulez, un buzz, ça a donné une autre image, effectivement, que le régime algérien veut à tout prix garder, c'est-à-dire une image d'une Algérie forte, qui travaille sa jeunesse, etc. Donc, quelque part, cette petite image d'enfant, de mineur, qui part défiant la mort et la mère,
pour partir dans une rive qu'ils pensent sûre. Bien sûr, ils ont tort, ils sont jeunes, mais n'empêche que ça a un tout petit peu, si vous voulez, n'a pas servi le langage officiel. C'est pour ça qu'ils ont réagi, alors qu'ils ne devaient même pas réagir. L'armée ne doit pas s'immiscer dans le champ politique. Très bien, très bien. Nassara, qu'est-ce que tu en penses, Ksini, quand on parle d'après le journal, d'après la revue Le Djeish, elle a cité des réalisations, la pension chômage, une organisation pour la jeunesse, les start-up que Tebboune n'arrête pas d'en parler, il n'arrête pas de dire du bien des start-up de ces jeunes. Donc oui, on a tout ce qu'il faut pour que les jeunes restent chez eux. Donc ces cas isolés dont la revue Le Djeish cite, les cas de ces jeunes, de ces mineurs qui ont traversé la Méditerranée, ça c'est des cas isolés, il ne faut pas en parler, c'est des gens qui n'aiment pas l'Algérie, qui les citent comme exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Yanni? Est-ce qu'il y a des réalisations qui poussent les Algériens à rester chez eux? Je pense que, comme l'a dit Yanni Mohand, c'est un phénomène, un vrai phénomène de Harga. Le problème, c'est qu'au lieu de se poser les vraies questions, essayer de comprendre pourquoi ces jeunes, pourquoi ces enfants, pourquoi ces familles, pourquoi même des médecins, des ingénieurs, des fois même parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, avoir un visa légal donc pour partir, ils préfèrent donc ce moyen de prendre le risque aux dépens de leur vie pour essayer d'arriver sur les côtes espagnoles et aller dans d'autres pays européens. Au lieu de se poser les vraies questions à Selim, on essaie toujours donc d'arrondir les vraies questions. On se dit toujours c'est le khawana, le kharj, la main étrangère, les complots contre l'Algérie, alors que nos jeunes, s'ils ont vraiment trouvé que la situation est idéale en Algérie, ils vont rester. S'ils ont trouvé que la question des libertés, la question de l'épanouissement, du bien vivre, donc ils vont rester en Algérie. Pourquoi ils vont quitter l'Algérie? Et c'est ça, quand on discute avec les Algériens qui sont à l'extérieur, ils vous diront que malheureusement, il n'y a pas d'espoir en Algérie, on n'arrive pas à s'émanciper, on n'arrive pas à avoir un travail après nos études et tout ça. Donc les Algériens, malheureusement, préfèrent de partir parce que tout est verrouillé malheureusement. Et tout ce qu'on entend comme réalisation, c'est du vent. Quand vous avez un ministre qui parle de Naghel Qoddoumi, Double 6, et qui est toujours ministre du Commerce, on se pose la question, l'Algérie vraiment n'a pas d'hommes qui ont de l'étoffe, qui ont un savoir pour être ministre du Commerce et choisir cette personne. Et c'est ces questions-là que se posent les Algériens. Ils voient que l'Algérie est en train d'évoluer vers une situation qui n'est pas facile, parce qu'on discute avec les Algériens, on les écoute, et ils nous disent, si ils vont ouvrir la question du visa. Il l'a dit, Xavier Deriancourt, si les consulats en Algérie vont accorder les visas aux Algériens, je peux vous dire que c'est des millions d'Algériens qui vont quitter l'Algérie. C'est malheureux à dire, c'est très malheureux, et c'est pour ça qu'il faut poser les vraies questions. Si on se cache derrière un déni qui va nous ruiner, qui va ruiner le pays, ce déni ne peut pas continuer à être une stratégie de gestion de l'Algérie. Peut-être on va essayer de convaincre une petite partie des Algériens que tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a rien à voir, circuler. Mais la question, elle est là, c'est que ce phénomène de l'Harga nous montre encore une fois que la situation est difficile pour les jeunes, que la situation est difficile pour les Algériens, que la situation est difficile pour les militants politiques, les militants des droits de l'homme, les journalistes qui veulent faire leur travail honnêtement. C'est toutes ces questions qu'il faut poser
maintenant, avant qu'il soit trop tard, Céline. Très bien. Monsieur Maître Debbouze, si on revient à cette revue Le Jaish qui résume le phénomène de ce haraga dans la théorie du complot, des cas isolés. Il ne faut pas en parler parce que ça ternit l'image de l'Algérie. Au moment où on entend des responsables, si je peux dire c'est des responsables, là, c'est un exemple, je veux présenter ce petit exemple. C'était le responsable de l'aéroport Ouaboum Diane, M. Mdiouni. D'abord, j'ai envie de l'écouter, ce qu'il avait dit par rapport à ces haragas et ce qu'il avait dit hier par rapport à ce phénomène de complot. Et je reviens à vous, M. Debbouze. غادي تولي عند قريب تولي من اوروبا ترجع للجزائر من اوروبا ماشي انت ترجع تشوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه دونك انعلوا الشيطان ما تبكوش والديكم لان المستقبل كبير في بلادكم شوفوا يا دي جون في داروا دي ستارت اب داروا شركات راهم ناجحين دونك ce qui est en train d'être sur les réseaux sociaux c'est carrément faux c'est une manipulation parce que كنديروا يعني شرح pourquoi la campagne elle commence par à l'extérieur pour parler du même sujet et pourquoi en même temps dans la même semaine des gens détruisent les sanitaires et mettent n'importe quoi dans les sanitaires et je laisserai l'opinion juger de tout ça. Maître Debbouze, c'est des discours pareils, peut-être qui poussent les jeunes à vouloir s'enfuir. Au moment où Majed El-Djish a terminé son article avec un mot ou une phrase qui en dit long, la jeunesse, comme l'a mentionné la revue El-Djish, la jeunesse doit démontrer, c'est le temps pour la jeunesse de démontrer son nationalisme. Ça veut dire quoi, M. Debbouze? Comment un jeune doit démontrer son nationalisme maintenant en Algérie avec tout ce qui se passe autour? On va commencer par cette dernière phrase. Depuis que j'ai quitté l'Algérie, j'ai visité plusieurs pays, des pays en Europe, la plupart. Il n'y a pas un seul pays où l'on demande à un citoyen de prouver qu'il aime son pays. Bien au contraire, on essaie toujours de prouver aux citoyens qu'on l'aime. Ce sont les gouvernements, ce sont les pouvoirs qui font tout pour plaire à leurs citoyens. Et en Algérie, l'histoire doit se passer à l'envers. C'est-à-dire, vous êtes né en Algérie, vous êtes de nationalité algérienne. Il faut prouver que vous aimez ce qu'ils appellent, eux, la nation ou le nationalisme, etc., qui se résume à un régime. C'est-à-dire qu'il faut dire « vive Tebboune et vive Chinguereha » pour être accepté en tant que citoyen. Et c'est ça, pour ces gens-là qui dirigent le pays, c'est ça la preuve d'aimer son pays. Maintenant, cet article, moi je vous dis, à qui il est écrit cet article? Au peuple. Le peuple, il connaît très bien sa situation. Il la vit quotidiennement, il est en train de souffrir. À qui? Aux cadres. Mais les cadres, ils savent, c'est eux les causes des problèmes. Alors, aux étrangers, les étrangers, ils sont en train de rigoler quand ils lisent ça. Cet article, il contredit la politique déclarée, franchement, par les autorités algériennes. Ils disent, franchement, que nous, on va laisser la pression des haragas et cette migration vers l'Europe pour la déstabiliser, tant que les Européens nous donnent pas quelque chose en contrepartie c'est-à-dire c'est un chantage exercé. La preuve, ces haragas que les Algériens, enfin les autorités algériennes font semblant de pleurer quand ils quittent le pays. Ils refusent de les recevoir quand ils sont renvoyés en Algérie. Ce sont les mêmes haragas qui prennent des barques quand ils sont attrapés en Europe et quand ils sont remis aux autorités algériennes, les autorités algériennes, ils disent non, on ne les prend pas, vous les gardez chez vous. Donc ça, c'est clair et net, c'est de l'hypocrisie. Alors, pourquoi ils font ça? C'est, à mon avis, c'est un moyen de détourner l'attention. Enfin, ça ne va pas détourner l'attention, c'est comme un effet de l'aspirine.
ça donne un faux espoir. Mais le faux espoir, avec le temps, il s'escompte. C'est-à-dire que Tebboune, il est là depuis 6 ans. Ça marche. Ça a marché première et deuxième année. Il y a eu le Covid après. Bon, des promesses. À chaque fois, on va faire et on va faire et on va faire. Et quand les gens ne voient rien arriver, le désespoir, il est là. Ils sont en train d'essayer de gagner ou de perdre du temps selon où on se place pour continuer à rester sur place. C'est tout. Il n'y a aucune solution. Quand le ministre, peut-être je vais un petit peu anticiper, quand le ministre du Commerce extérieur, je ne sais pas comment il s'appelle, déclare signer des je ne sais pas combien de milliards avec l'Afrique. Mais écoutez, on ne dit jamais, les gens qui sont sérieux, ils ne disent jamais on va faire. Ils disent voilà ce qu'on a fait. Quand tu réalises. Et quand le citoyen ne voit rien sur le terrain, eh bien, où sont les 1 million de moutons, où sont les je ne sais pas quoi? Rien, on ne voit rien. Ils distribuent de l'argent aux chômeurs, mais c'est de l'inflation. Il y a, bon, enfin, toutes ces histoires, il n'y a pas de concret sur le terrain. Voilà, donc... Maître Debbouze, est-ce qu'on peut parler d'un déni de réalité? Parce que nous, on parle de l'image de l'Algérie, mais l'image qui peut vraiment faire mal à l'Algérie, c'est de voir un jeune pareil. On va voir cette vidéo. Voilà, monsieur Maître Debbouze, c'est des images pareilles qui peuvent ternir l'image de l'Algérie. Un jeune qui a réussi à s'enfuir, il a déchiré sa carte d'identité devant la caméra. C'est ça qui peut vraiment faire mal. C'est pas Moi, j'ai vu pire que ça. Moi, je viens juste avant l'émission, une demi-heure, je crois. J'ai vu une vidéo d'un jeune oranais qui présentait pratiquement un bébé, même pas un adolescent. C'est un enfant qui n'a même pas 10 ans, je crois. Il dit à sa femme Yaoran, il est avec moi, peut-être vous ne savez pas où il est, mais il est avec moi dans un centre de rétention à Mallorca ou je ne sais pas où. Il était venu avec son frère et sa femme, mais les autorités espagnoles vont le garder dans des centres pour enfants. Ça n'arrive à même pas être remis à des adultes ni à sa famille. C'est un enfant qui ne doit même pas avoir 10 ans. Je viens juste de voir ça. Je vous assure que ça m'a fait très, 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 très mal au cœur. Et les autorités algériennes disent que c'est voilà, je vais qualifier ce gouvernement, enfin, ce pouvoir, de façon générale. C'est un pouvoir qui compte sur la rente pétrolière pour durer. Ça ne lui coûte rien du tout de pomper du pétrole, de prendre dans ses poches, les poches du personnel qui le compose, ce qu'ils peuvent prendre, de couvrir la société par de la rente pétrolière, que pour lui-même a dit oui, nous achetons la paix sociale et alors. Donc c'est ce qu'ils appellent acheter la paix sociale. Donc cette rente, ça leur permet de durer, de calmer les gens qui les entourent et les gens qui entourent les gens qui les entourent, etc. Mais ça ne leur permet pas de régler les problèmes de la société parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne savent pas le faire. Ils ne sauront jamais le faire. Ce sont des problèmes très, très, très profonds. Nous avons des problèmes à l'éducation, à la culture, à la modernité, à l'organisation économique. Ce sont les gens qui sont au pouvoir. Ce sont des gens qui agissent comme les personnes qui tiennent une boutique. C'est tout. Très bien. Ils ne comprennent rien à l'organisation de la société. Très bien, c'est ça. Très bien, Maître Debbouze. Ça, Nasser Djoudi, déjà revient toi sur la question de la revue Le Djej, parce qu'on parle de... beaucoup disent pourquoi la revue Le Djej de Paul Haraga, c'est pas son domaine, c'est pas sa spécialité, il doit parler des choses qui concernent l'armée. Et ça, la question qui se pose, pourquoi la revue Le Djej n'a pas parlé du rôle des gardes-côtes
des Algériens qui partent avec des dizaines de barques qui quittent les côtes algériennes sans intervention. Donc, soit ils ne sont pas au courant, ça c'est grave, parce que c'est surtout avec la situation géopolitique actuelle, soit ils le savent, et ça c'est encore plus grave, en laissant les jeunes s'enfuir exprès. Donc, pourquoi on n'en parle pas de ça? C'est ça le sujet qui concerne la revue de geste, la responsabilité de nos gardes-corps, la responsabilité de l'armée de faire en sorte que nos frontières sont protégées. Oui, c'est des questions, Salim, qui sont très pertinentes et légitimes, parce qu'on se pose la question. Comment, quand il s'agit des militants politiques ou des militants des droits de l'homme, il suffit que cette personne publie quelque chose sur les réseaux sociaux, tout de suite contre les autorités ou contre le pouvoir, tout de suite il est inquiété, tout de suite on met les services de sécurité pour le surveiller, alors qu'on laisse des dizaines ou des centaines, même des fois quand on fait le compte par année, c'est des milliers de jeunes qui partent. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on les laisse comme ça, on ferme les yeux parce qu'on veut que ça soit une soupape, et on sait très bien que ces jeunes, s'ils restent en Algérie, il y a des jeunes malheureusement qui causent beaucoup de problèmes, c'est en Europe, en termes de criminalité et tout ça, et on se pose la question, est-ce que le régime algérien est en train d'utiliser cette carte comme un levier contre ces pays méditerranéens, dans l'Espagne, dans d'autres pays aussi. On est en train de voir par exemple la route qui mène à l'Espagne, elle est vraiment un filet, c'est un filet qui est déchiré parce que c'est des centaines qui arrivent là-bas, alors que l'Italie par contre, c'est une route qui est difficile pour les jeunes Haraga. Donc on sent qu'il y a de la politique dans ce phénomène à Salim. Et c'est malheureux parce que c'est des vies humaines, c'est des jeunes que normalement ils devront rester en Algérie, pas parce qu'ils doivent rester en Algérie, ils ont le droit aussi de partir ailleurs et de faire leur vie. Mais ici, il y avait un vrai climat de bonne gestion et il y a de l'espoir, il y a un travail pour ces jeunes-là. C'est sûr qu'ils vont rester, beaucoup d'eux vont rester en Algérie, ils ne vont pas choisir de partir. Très clair. Comme si on vient, parce que nous on parle des médias, on parle des autorités, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi elles ne posent pas les vraies questions comme vous l'avez dit, vous, Taroua, mais aussi c'est légitime de poser la question sur le rôle de la classe politique. J'aimerais bien écouter Aouchiche qui a parlé de cette semaine sur le sujet de la démocratie, qu'il faut une vraie démocratie. On l'écoute d'abord. Jean, viens à toi. Les chemins à la déstabilisation et qui donnent la chance à tous ceux qui veulent s'immiscer dans nos affaires intérieures. Nous devons s'ouvrir, nous devons construire une démocratie politique véritable. Nous devons garantir les libertés, toutes les libertés. Nous devons garantir les droits de nos concitoyens à s'exprimer, à s'organiser pacifiquement. Nous devons simplement respecter les textes qu'eux-mêmes ont fait adopter. C'est des discours pareils que peut-être ça passe plus devant la population. C'est vrai que la question se pose. Où est la classe politique? Soit de l'opposition, soit ceux comme la FFS qui sont un peu plus proches du pouvoir, mais on ne les écoute pas, ils ne donnent pas de propositions, surtout par rapport, puisqu'on parle de phénomène Hargam, je parle de tout, des arrestations, des chiffres qu'on donne pour notre économie, que des chiffres que beaucoup doutent. Et pourquoi il n'y a pas cette réaction? Est-ce que c'est que la peur? On va essayer d'être objectif, quoique c'est très difficile d'être objectif, parce qu'on n'a pas. On essaie de. Premièrement, la classe politique, il n'y a pas que le FFS, apparemment, dernièrement, qui est en train d'avoir un langage d'opposition, quoique à l'origine, le FFS est un parti d'opposition, que beaucoup parmi nous, dont je fais partie, nous l'avons toujours soutenu ce parti,
Toutefois, c'est un parti malheureusement qui a viré, qu'on ne le veuille pas. Ce n'est pas à l'époque de Tebboune, même à l'époque de Bouteflika, et il a participé à des législatives dont beaucoup de ces fédérations n'ont pas voulu. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, croire que le FFS, c'est juste Tebboune où il a cautionné, c'est faux. Deuxièmement, j'ai vu une intervention justement du premier secrétaire du FFS où il parlait Raïs el-Muntakhab, au président élu. Cela implique qu'il est en train de légitimer un vote qui est une supercherie électorale. Ben, il a participé. Parce qu'il a participé. C'est pour dire qu'on ne peut pas faire de l'opposition à demi dans ce genre de situation, dans le contexte actuel. Il y a eu des articles de loi, tels que la loi 87 bis, ils ont remarqué la mobilisation générale, ils ont remarqué la loi des mines, ils ont remarqué le climat ambiant. Donc, ils devaient ouvrir les yeux, mais ce n'est pas trop tard. Non, il faut toujours garder espoir, ce n'est pas trop tard. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont aussi responsables, si on veut, de la situation actuelle. C'est clair et net et précis. Et moi, je garde espoir que la base du FFS, parce que c'est une base quand même incroyable, va pouvoir un tout petit peu essayer de faire en sorte que ce parti redevienne ce qu'il a été. Si je parle de FFS, moi je veux dire, je parle de tous les partis politiques. Il y a ce silence assourdissant, si je peux dire, de la classe politique en Algérie. Non, il y a eu oui, certes, dans la globalité, mais il y a eu des tentatives. Sofiane Djilali, malgré que Sofiane Djilali aussi, il était dans les rangs de Tebboune, etc. Ouiza Hannoun qui a aussi parlé. Et bien sûr, non, le RCD, à partir des dernières années, il a tout simplement une politique très proche du peuple. Et bien évidemment, il tient en considération les aspirations. Maintenant, si le FFS fait un effort, ce qu'on appelle de redevenir ce qu'il a été, tant mieux. On aimerait bien. Mais sachant pertinemment qu'en Algérie, il y a toujours, comme je l'ai dit toujours, il y a aussi la police politique. Nous n'oublions jamais. La police politique a des relais dans les médias, dans les partis politiques, dans la PN, dans la société civile, etc. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Mais la police politique a toujours existé, mon frère. Oui. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des oppositions, d'avoir des partis courageux qui dénoncent des cas de violation, soit contre les droits de l'homme ou autres, mais ils dénonçaient quand il y avait des vrais hommes. C'est pas une question, parce que vous êtes en train de dire oui, mais il faudrait bien qu'il y ait des personnes qui peuvent relever les défis. Mais dans la situation actuelle, je dis que les jeux de la police politique sont très très compliqués, qu'on le veuille ou pas, parce que certains partis, ils étaient dès le départ des appendices du régime, tels que Hamas, et jusqu'à maintenant, il n'a pas changé d'être un appendice du régime. Et il parle sur des sujets bien déterminés, à des moments bien précis, on peut même les analyser, et de leur comportement, on sait qu'il y a une même mise du pouvoir politique, n'est-ce pas ? Bien sûr, dans le monde journalistique. Maintenant, pour ce qui est du FFS, je dis, parce que c'est un parti qui, dans les Algériens, c'est un symbole de l'opposition, n'est-ce pas, le FFS, et c'est pour ça on aimerait bien qu'il redevienne ce qu'il a été, afin de revenir un parti tout simplement d'opposition. Très bien, merci. Donc, on va essayer de passer à deuxième sujet, les chiffres et la foire avec Taf, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait une conférence de presse pour parler de l'économie, pour parler de cette foire interafricaine. Restez avec nous.